Bonjour et bonsoir. Il y a 5 ans, en septembre 2016, nous avons présenté notre première requête à l'ONU, notamment au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Suivez l'interview que j'avais accordée à l'époque à Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Maître Massène Gauthiassé, bonjour. Bonjour. Dans votre rapport envoyé au Conseil des droits de l'homme à Genève, vous citez les noms de quelques 80 prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Le pouvoir affirme qu'il s'agit de personnes qui ont enfreint la loi et porté atteinte à l'ordre public. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des prisonniers politiques? Non, mais ce sont bien des prisonniers politiques, dans la mesure où ce sont des responsables des partis politiques. On était en période de pré-campagne. D'abord, le peuple a protesté contre une décision, celle de changer la Constitution. Ça, c'était en octobre 2015. Oui, c'est ça justement, mais les arrestations ont commencé même en amont, donc bien avant. Les premières arrestations, c'était les hommes de Boukadia qui avaient fait une réunion pour dire tout simplement on ne peut pas modifier la Constitution. Modeste Boukadia. Modeste Boukadia. Et ensuite, il y a eu les personnalités qui ont été arrêtées chez le président Clément Nyarassa. Et après les différents meetings, on a procédé aux rafles dans des quartiers. Et ceux-là, les gens qu'on a pris, c'était des militants reconnus de certains partis politiques ou de la société civile. Donc ce sont des prisonniers politiques. Alors l'un des plus anciens prisonniers que vous citez dans ce rapport, c'est Paulin Makaya, le président du Parti Uni pour le Congo, qui a été arrêté dès le 23 novembre 2015. Il a été condamné le 25 juillet dernier à 2 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Pourquoi dénoncez-vous cette condamnation? Mais on la dénonce justement parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué. Paulin Makaya, il mobilisait pas mal de monde. Il disait non au changement de la Constitution. Il était dans le collimateur du pouvoir. Oui, il était dans le collimateur, comme tout le monde. Mais pourquoi lui plus qu'un autre, puisqu'il n'a pas été le seul homme politique à protester contre la réforme constitutionnelle? Non, mais parce que lui, il était très en vue. Il venait de l'Europe, de Londres, et par rapport aux partis traditionnels qui étaient sur place, qui sont souvent mis en cause par les militants parce qu'ils sont inféodés un peu au pouvoir, ils sont plus ou moins corrompus. Lui, il est arrivé, comme on dit, avec des mains propres. Donc, il a été beaucoup suivi par la jeunesse. Donc, il pouvait faire peur au régime? Oui, il faisait peur au régime, comme par la suite, le général Mokoko, lorsqu'il est rentré en février. On sait très bien que ceux qui viennent de l'extérieur, ils apportent beaucoup plus d'espoir aux Congolais qui sont sur place. Autre prisonnier politique dans votre rapport, Jacques Banagant-Zala. Il était conseiller du candidat André Okombi-Salissa. Il a été arrêté le 28 mars dernier et vous êtes très inquiet à son sujet. Oui, je suis très inquiet parce que d'abord, de un, il est très malade. C'est quelqu'un qui a contribué justement à une très bonne loi sur la presse au moment où il a occupé les fonctions de président du Conseil supérieur à la liberté de communication. Sa vie est en danger. C'est quelqu'un qui souffre. Il faudrait qu'il sorte de la prison. Ça sert pas de garder un homme comme ça, tout juste pour le prendre en otage ou parce qu'il est sorti du Parti congolais du travail. C'est des gens courageux. Alors évidemment, parmi ces prisonniers, le plus connu est le général Mokoko lui-même qui, comme chacun sait, s'est présenté contre Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier et qui a été arrêté le 14 juin. Vous dites que c'est un prisonnier politique, mais les autorités semblent l'accuser d'avoir voulu faire un putsch, puisqu'il est inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Est-ce qu'eux, ils peuvent le démontrer? On voulait tout juste faire taire Mokoko, parce que s'il avait accepté la victoire du président Sassou, il n'allait pas avoir ses ennuis. On l'a arrêté pour faire peur aux gens. Lorsque on veut mettre en difficulté un adversaire, on le traite de fomenter un coup d'État. Dans le camp du général Mokoko, votre rapport met aussi en exergue 2 de ses collaborateurs les plus proches qui sont actuellement en prison. Le coordonnateur de campagne Anatole Libongo Ngoka et un autre de ses adjoints, Jean Ngwabi Akonjo, sur lequel vous avez des nouvelles alarmantes? Oui, bien sûr. Nous avons des nouvelles alarmantes sur la santé de Jean Ngwabi. Il a perdu sa vue. Pendant sa détention? Pendant sa détention, justement, c'était quelqu'un qui était bien portant et qui faisait partie du noyau de campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est lui qui a été le premier arrêté au moment où il voulait ramener les procès-verbaux du candidat Mokoko. Il a été arrêté le 25 mars. Oui, il a été arrêté le 25 mars parce qu'il était dans la partie nord du Congo. Et lorsqu'il a été arrêté, on lui a confisqué tous les résultats qu'il avait parce que les résultats en sa possession démontraient bien que même dans la partie nord, le président Sassou n'avait même pas eu ne fût-ce que 10%.
Autre opposant qui risque gros, le pasteur Mtoumi, l'homme le plus influent du Poul, au sud de Brazzaville. Alors lui, il n'a pas été arrêté, il est pourchassé, mais est-ce que plusieurs de ses partisans sont prisonniers aujourd'hui? Oui, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements dans le Poul, on a arrêté beaucoup de jeunes qui sont même pas des partisans du pasteur Mtoumi, qui sont uniquement des jeunes en âge peut-être de tenir des armes, qu'on a arrêtés massivement. Et d'autres sont portés disparus. C'est pour ça que nous qui avons déjà certains éléments, nous nous apprêtons justement à les déposer aux instances internationales, le Conseil des droits de l'homme et également à la Cour pénale internationale qui doit ouvrir une procédure parce qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale ne dépend pas forcément dans les procédures des Nations Unies. C'est une organisation indépendante qui peut se saisir et également ouvrir une information judiciaire. Pour l'instant, c'est devant le Conseil des droits de l'homme que vous allez. Voilà déjà un mois que votre rapport a été déposé, mais il ne sera pas examiné avant, au plus tôt, le mois de mars 2017. Oui. Est-ce que tout ça ne prend pas trop de temps? Oui, mais il y a une instruction. Il faut que le pouvoir aussi s'exprime, se justifie. Donc, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Mais entre-temps, la communauté internationale est au courant des faits graves, des violations des droits de l'homme, des abus qui se sont déroulés au Congo. Maître Massène Gauthiassé, merci. Vous venez de suivre un programme RFI dans le cadre du partenariat avec Forum FM. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous venez donc de suivre l'entretien entre Christophe Boisbouvier et moi, après le dépôt du premier rapport de la situation des droits de l'homme au Congo, de 2015 à 2016. Il a donc aujourd'hui un additif à ce rapport que je dépose ce lundi 13 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et comme vous avez suivi, les procédures aux Nations Unies peuvent mettre du temps. Tant que les violations en question ne cessent pas et que nous avons épuisé tous les recours internes possibles, nous utilisons la voie des Nations Unies, c'est-à-dire qu'avec des ajouts, comme on dit, compléments des pièces, d'informations, donc auprès des organes de l'ONU. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça d'ailleurs j'avais lancé un appel aux compatriotes de me donner un certain nombre d'informations. Je ne peux pas citer des gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages indirectement. En tout cas, c'est très peu de gens. Et on se plaint que les droits sont violés et tout, alors qu'il y a des organes qui sont là justement pour faire pression. Vous savez, la première plainte de 2016 a été examinée par le comité des experts. Et les autorités du Congo se sont également expliquées pendant plusieurs sessions. La preuve en est qu'ils ont bricolé de nombreux procès, comme vous le savez. Par la suite, le comité des experts de l'ONU avait ordonné la libération immédiate des détenus politiques et d'opinion. Parce qu'il y a un travail qui se fait à la base. Il faut présenter des requêtes, présenter des dossiers qui sont probants. On ne peut pas aujourd'hui dire, bon, il y a telle personne qui a été agressée ou ceci, cela, non. Il faut savoir que cette personne a un nom, prénom, donc il faut décliner son identité. Il faut donner des précisions sur l'état civil de la personne. Alors, cette décision de libérer les prisonniers politiques n'a jamais été exécutée par le pouvoir autoritaire du Congo, vous le savez bien. Entre-temps, certains prisonniers jugés ont été libérés. C'est le cas par exemple de Modeste Boukadia, libéré en octobre 2017, de Paulin Makaya, qui a été libéré en septembre 2018, après 3 ans d'emprisonnement. Mais suite donc à leur procès qui s'était ouvert le 5 juin 2018 à Brazzaville, Jean Gwabi à Kunjo, Jacques Banangazala, Anatole Libongo Ngoka, ainsi que Yvon Sende Mongondo, avaient été condamnés à 30 mois de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende chacun, assorti d'une période d'inéligibilité de 10 ans pour incitation au trouble à l'ordre public. Et finalement, comme ils avaient pratiquement purgé plus de 2 ans,
Donc ils ont été libérés par la suite. Il y a aussi la libération de Noël Menanzambi Boui. Il faut noter qu'à l'exception des ex-combattants ninja, tous les prisonniers d'opinion n'ont jamais été dédommagés du préjudice subi. Par contre, le ministre André Okombi-Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko sont encore abusivement détenus après une mascarade de procès. Quant à ce qui me concerne, j'avais bien échappé à plusieurs tentatives d'enlèvement et d'assassinat durant la période citée dans la communication au Conseil des droits de l'homme. En plus, je dis bien, en plus, le vrai faux mandat d'arrêt international lancé contre moi pour atteinte à la sûreté intérieure et détention des armes et munitions s'est évaporé dans la nature puisqu'on n'en parle plus. Il paraîtrait que ça a été classé. Alors, en plus, c'est ce que d'ailleurs, ils ont expliqué aux Nations Unies qu'il n'y avait pas un mandat d'arrêt contre moi. Bon. Alors que tout le monde sait que pendant au moins 2 ou 3 semaines, dans les journaux, on ne parlait que de ce mandat d'arrêt international. Alors en plus, je signale, après la suspension et le saccage des installations du forum dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, voici 6 ans aujourd'hui, le Conseil supérieur de la liberté de communication a fait lever le 9 septembre 2016 l'interdiction d'émettre à titre conservatoire pour une durée indéterminée. Voilà. Voilà. Et ça, cette décision, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2021, donc ça fait donc 5 ans, il faut dire. Je vous montre d'ailleurs les images de cette autorisation qui nous a été signifiée en vue de reprendre le cours normal des programmes, de nos programmes. Voici donc, il y a 5 ans, le 9 septembre 2007, après avoir déposé notre requête, le Conseil supérieur de la liberté de communication nous a de nouveau donc autorisé à émettre en respect de notre objet social. C'est bien dit dans la décision de notre vocation thématique axée sur la vulgarisation des droits de l'homme et de notre ligne éditoriale. Alors, vous savez, vulgariser les droits de l'homme, c'est également donc faire la promotion et également dénoncer. Donc, exiger la protection de ces droits. On ne peut pas faire la promotion sans exiger la protection. La promotion va de pair avec la protection. Tout en se félicitant de cette décision du 22 octobre 2015 portant interdiction de la diffusion de nos programmes, donc radio-télévision, donc portant également interdiction d'émettre à titre conservatoire pour une durée déterminée, pour soi-disant récidive à la haine, pour une durée indéterminée. On nous a reproché d'avoir appelé à la haine, d'avoir incité les gens à la violence et au soulèvement et d'avoir manipulé l'opinion publique. Alors cette décision de suspension qui date donc du mercredi 21 octobre 2015 ne nous avait jamais été signifiée. Mais il a plutôt curieusement donné l'occasion aux forces de police d'emporter le lendemain, jeudi 22 octobre 2015, à 12h, une partie de nos équipements de diffusion, notamment la console, les 2 ordinateurs, plus quelques matériels. Mais comme vous le voyez sur les images que j'ai moi-même filmées ce jour-là, le jeudi 22, et mis à l'abri comme preuve de la violation des locaux du forum. Nous sommes le 21 octobre 2015. Il y a des policiers, au moins une 60aine de policiers, qui sont venus dans plusieurs véhicules. Là, ils sont au studio. Ils sont accompagnés par le colonel Ndoudi. Et moi, je suis en haut, en train de filmer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi l'attroupement
pratiquement dans le quartier et qui ont été alertés. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a 4 véhicules et un coaster qui est un peu éloigné, que je ne peux pas filmer. Donc il y a eu le colonel Bakala qui est passé me voir il y a 2 jours, me demandant de coopérer avec le pouvoir. Il m'a même promis de me remettre une grosse enveloppe de la part du pouvoir. Et j'ai dit non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le respect du droit. Mais j'ai refusé, il y a eu un autre colonel qui est venu. Et aujourd'hui, on est le 21, pratiquement à 3 jours du référendum constitutionnel. Donc il n'y a pas à me corrompre. Je pense que c'est ça qui les a amenés à ce qu'ils viennent chercher du matériel avec pratiquement un arsenal militaire et des troupes comme ça m'inquiète. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour témoigner plus tard. Et je mets ça à l'abri. J'espère que mes enfants trouveront ça. Ayant donc été empêché par les attroupements des jeunes dans tous les coins de rue et venu aux alentours de l'immeuble du Centre panafricain des droits de l'homme qui abrite le forum, et pour éviter un soulèvement, les policiers dirigés par le colonel Ndoudi ont emporté uniquement une console et ce que je vous ai dit, des quelques ordinateurs de diffusion. Ce n'est que dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, à 1h10, de 1h10 à 5h15, que plus de 180 policiers supplétifs Ninja Cobra, dits appelés 12 apôtres, se sont mis à saccager toutes les installations et emporter les émetteurs. Ce que le Conseil a ignoré, c'est que cette autorisation d'émettre à nouveau a été prise d'ailleurs pour contenter les organes onusiens et panafricains, ainsi que toute la communauté internationale qui observait bien l'expérience de la première radio des droits de l'homme en Afrique. Je signale aussi que de nombreuses ONG de l'Amérique latine et celles de l'Asie avaient sollicité notre expertise pour l'installation du même réseau de radio-télévision des droits de l'homme en vue de faire la promotion et assurer une meilleure défense des droits de l'homme à travers les émissions. Nous évoquons dans notre deuxième rapport que pour nous, il n'y a pas eu réparation, puisque la violation des droits de l'homme est toujours là. Nous ne pouvons pas émettre, étant donné qu'on ne nous a jamais fourni, on ne nous a jamais remboursé, on n'a jamais réparé tout ce qui a été détruit. Et nous évoquons également dans ce rapport, ce deuxième rapport, la pratique systématique de la torture, les intimidations, les arrestations arbitraires, surtout des jeunes, des localités du sud du Congo. Nous mentionnons également les persécutions des étudiants et des syndicalistes, les assassinats par empoisonnement, notamment de Marcel Msou, Hervé Ambroise Malonga, de Guy Brice Parfait Kolela et bien d'autres, et des meurtres dus aux brutalités policières dans différentes localités du pays. C'est pourquoi nous avons sollicité le concours de certains acteurs de la vie nationale, qu'ils nous donnent quelques informations que nous mettrons en complément, des renseignements, surtout sur certains cas qui auraient pu nous échapper. À la veille de cette 48e session du Conseil des droits de l'homme, qui se tient donc le lundi 13 septembre et jusqu'au 8 octobre 2021. Continuons donc à nous faire entendre par tous les moyens pour sortir le Congo de cette politique d'apartheid, c'est-à-dire du développement séparé, de la répression, de la terreur, de la misère, de l'extrême pauvreté, de la mauvaise gouvernance, en un mot. Nous ne baissons pas les bras, nous exigeons une république plus démocratique qui adoptera le système fédéral, car pour nous, la fédération est un système, c'est le système le plus sûr pour favoriser la paix, l'unité et la reconstruction
et le développement du pays. Merci de ne pas suivre, surtout, les fake news, la désinformation orchestrée par le pouvoir de ceux qui utilisent le mensonge pour nous rendre inaudibles et peu crédibles dans nos actions. Et parfois, c'est même insensé. Et je remercie également ceux qui répondent à ma place, qui agissent, qui connaissent que le travail que nous faisons est un travail très important. Et nous n'avons pas besoin de rentrer dans les polémiques. J'avais déjà pardonné tous ceux qui étaient égarés et qui s'étaient trompés justement sur mon compte. Les violations des droits de l'homme au Congo sont une réalité et que les populations congolaises sont dans une prison à ciel ouvert où l'extrême pauvreté est partout. Nous ne pouvons pas donc jouer un jeu qui va favoriser justement cette mauvaise gouvernance, qui va favoriser la répression, qui va favoriser la dictature. J'en ai terminé. Fan club yaka danser, édition ya kiriki.